Bonjour Bernard Spitz. Bonjour Nicolas Bitou. Vous présidez les GRAC. Les GRAC, c'est quoi? C'est un think tank? Oui, c'est un think tank qui a été créé il y a une quinzaine d'années, en 2007 exactement. Au départ par des gens qui venaient surtout du centre-gauche, de la gauche moderne comme on dit, c'est-à-dire la gauche européenne, Michel Rocard, Jacques Delors, etc. Et qui avaient envie d'exprimer par eux-mêmes leurs idées sans être dépendants des figures politiques du moment. Quand vous dites des gens, c'est souvent des gens qui faisaient partie de cabinets ministériels ou qui étaient impliqués dans la vie active, plus l'administration qu'entreprise? Au départ, plutôt beaucoup qui venaient des cabinets, notamment des cabinets de gauche, mais ça s'est élargi très vite et beaucoup de gens aujourd'hui, ce qui fait l'ADN des GRAC, c'est que d'abord ils ont été, cette première génération a été suivie par beaucoup d'autres, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens d'entreprise qui n'ont pas trouvé dans les partis le lieu où réfléchir. Et puis c'est surtout l'idée de faire le lien entre le monde réel, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, le monde de la vie quotidienne, et effectivement un certain nombre de connaissances du fond de l'administration, parce que si on n'arrive pas à faire le lien entre les deux, soit on dit il y a du yaka faucon, ou alors on est perdu dans une logique technocratique qui n'est pas la nôtre. Bon, c'est un groupe d'influence, pour dire les choses simplement, qui est très Macron, en tout cas dans son ADN, et pourtant vous êtes déçu par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous dites aujourd'hui la France est à bout de souffle. La France est à bout de souffle pour des raisons qui sont multiples, à commencer par le choc de la pandémie, à commencer par beaucoup d'éléments qui sont aussi hérités du passé. Ça a touché tous les pays. Oui. La France est à bout de souffle et vous êtes déçu par le quinquennat Macron. Ce sont deux choses différentes. La France est à bout de souffle. Par exemple, aujourd'hui, on voit bien un des énormes problèmes en France, c'est qu'on n'arrive pas à baisser autant qu'on le voudrait le chômage parce qu'on n'a pas les compétences qui vont avec les besoins de l'économie. Ça, c'est une longue trame qui, depuis des décennies, a fait qu'à cause d'un décalage entre les besoins de compétences et puis la formation qu'offrait l'éducation nationale, il y avait un décalage. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on paye aujourd'hui. Le bon signal des bons chiffres il y a 2 jours n'est pas suffisant. Ça n'est que le début d'un très très long parcours. C'est le début d'un parcours. Bon, alors après, dans le livre... le livre, justement, parce que voilà, vous êtes déçu par ce quinquennat, la France est à bout de souffle, et vous dites, ben voilà, on va jouer notre rôle, on va publier une sorte de programme pour le quinquennat futur. Le manifeste de la dernière chance, c'est une description de ce qu'est aujourd'hui la France, et c'est aussi un programme. Vous dites dans ce livre que c'est le programme d'une gauche libérale et droite sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on se qualifie de sociolibéraux, ce qui veut dire qu'on essaie de concilier à la fois l'efficacité de l'économie de marché dans ce qu'il y a de plus pragmatique, mais les considérations sociales, parce que on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est les deux jambes sur lesquelles... Donc, gauche libérale, droite sociale, à chaque fois une forme de paradoxe, mais vous réunissez tout ça. Non, c'est une forme de compromis, c'est une forme d'équilibre nécessaire pour que le pays puisse avancer. Et d'ailleurs, l'introduction, elle dit il faut 100 jours pour créer une dynamique et 5 ans pour réparer les fractures, parce que la France est un pays fracturé. Je reviens une seconde sur votre jugement un peu lapidaire. On a été déçus. D'abord, c'est pas un livre c'est un livre de propositions, fondamentalement. Alors, on part de la situation, effectivement, aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a complètement été en adhésion avec la campagne d'Emmanuel Macron. Ça viendra peut-être un jour, mais... d'Emmanuel Macron, et ça dès 2015, en fait, puisqu'on l'avait invité à notre université d'été, et ensuite en 2016, à Lyon, tout le monde se souvient du lancement, au nom de l'Europe, justement, et au nom d'une vision. Il fait partie des GRAC? Non, les GRAC, aujourd'hui non, évidemment pas, il a accompagné la réflexion. C'est un camarade. Voilà, c'est comme beaucoup de gens. Vous savez, les GRAC, il n'y a pas des cartes de membres. Hein. Mais on peut en même temps y adhérer très simplement. D'ailleurs, sur le site, j'en profite pour le dire, pour ceux que ça intéresserait, lesgrac.com. Bon, lesgrac.fr, pardon. Mais donc le livre, c'est effectivement une analyse de la situation, je crois, paisible. Donc effectivement, il y a des points de satisfaction, il y a des points dans lesquels on a reconnu l'ADN qui était le nôtre, et puis il y a des points sur lesquels, effectivement, on a des jugements, des insatisfactions. Pour des tas de raisons, mais je dirais que l'essentiel du livre, c'est un livre de propositions. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Parce que les tas de gens qui commentent le passé, c'est très sympathique. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en 100 jours. Vous avez vous-même cité l'expression, parce qu'une des originalités de ce livre, de ce travail, c'est que vous proposez, semaine après semaine, un programme à dérouler dans les 100 premiers jours. Les 100 jours, c'est pas une tarte à la crème. Non, c'est en fait l'expérience Draghi, dont on peut aujourd'hui constater les effets, qui est en train vraiment de réussir à relancer ce pays, alors que ça paraissait presque mission impossible. Et donc on a vraiment observé, d'ailleurs discuté avec l'équipe Draghi, et c'est venu tout à fait naturellement à la suite au fond de quelque chose qui nous paraît maintenant une observation implacable, c'est que ce que l'on ne fait pas au début du quinquennat, on ne le fait plus. Enfin, je veux dire, ce qui est difficile à faire. Ou on le fait tout de suite, ou on le lance tout de suite,
où on n'arrive plus à le faire. Et deuxièmement, si on le lance tout de suite, il faut être préparé. Parce que si on n'est pas préparé, on rate, et à ce moment-là, c'est irrattrapable. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur l'ensemble des sujets, d'être parfaitement cohérent et homogène, mais également donc de les budgéter, de les séquencer, et effectivement, dans les 100 jours, de donner un message et une dynamique qui permettent ensuite, sur laquelle on peut lancer une nouvelle... La vraie réforme du pays. Alors on s'arrête sur quelques-unes des mesures, parmi les principales que vous listez, il y en a beaucoup. Réforme des retraites, bien sûr. Et là, vous dites âge pivot, 64 ans. C'est pas un peu social-démocrate, ça. C'est pas 62, c'est pas 63, c'est pas 65, c'est pas 67 comme dans beaucoup de pays, 64. On a fait les calculs, tout ça est chiffré et calibré. Ça n'est pas pour l'éternité. Mais dans le programme macro qu'on a développé sur le quinquennat, on s'aperçoit qu'à travers un âge pivot de 64 ans, et en tenant compte aussi évidemment, on rentre dans les choses plus complexes sur un certain nombre de caractéristiques selon les métiers, selon leur difficulté, mais 64 ans, ça suffit pour boucler la boucle. Et on paye d'une certaine façon le prix d'avoir voulu faire quelque chose de magnifique dans l'esprit, mais trop compliqué. Trop conceptuel. Et donc, aujourd'hui, si on veut arriver à faire la réforme des retraites, il faut faire simple. Donc, 64 ans, âge pivot. Et vous enclenchez en même temps, c'est dans les 100 jours, une réforme de la dépendance. Autre sujet très frappant, je sens une sorte de paritarisme à rebours. Spécialiser les accords dans les entreprises et non plus au niveau national. Il faut se méfier du paritarisme niveau national tel qu'il existe? Je ne comprends pas bien l'idée, l'expression de paritarisme à rebours. Non, notre idée, c'est d'abord d'être au plus près de la vie quotidienne des gens. Donc, au travail, l'idée, c'est effectivement que ce soit le CSE qui soit l'instance de régulation. L'instance de régulation et de négociation. Mais par exemple, en matière de santé, on prône toute une logique de territoire de santé qui soit articulée autour donc, des besoins des gens. Et plus généralement, une des choses qui nous paraît être en France un problème du moment et très important à rétablir, c'est de retrouver un bon équilibre entre l'État central et les territoires, c'est-à-dire de retrouver une nouvelle forme de la décentralisation. On est un pays qui est à la fois décentralisé, parce qu'il y a beaucoup d'instances un petit peu partout, et à la fois central, parce que l'État se mêle de tout. En fait, c'est le pire des deux mondes. On essaye de faire en sorte de rétablir un équilibre. Dans vos propositions, il y a l'instauration d'un plan de départ volontaire dans la fonction publique. Au fond, utiliser un outil qui est largement validé dans le privé pour réduire le nombre des fonctionnaires. De quel ordre le nombre des fonctionnaires doit-il être diminué? Alors, sur le quinquennat, on pense qu'il est extrêmement simple de faire un plan de départ, extrêmement à notre portée, d'organiser un plan de départ volontaire de 250 000 fonctionnaires. Ça n'est pas le café du commerce, comme on y assiste un petit peu en ce moment, où chacun y va de son chiffre, 120, 100, 200, 300, n'importe quoi. Bon, non, ce n'est pas un problème de pénaliser les fonctionnaires en disant qu'il y en a trop. La question, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une loi en 2019, que peu de gens connaissent, parce que la Covid est arrivée là-dessus, qui permet effectivement d'utiliser dans la fonction publique les mêmes instruments qui existent dans le privé. Et donc des départs volontaires, on est payant. Bon. Est-ce que les gens vont accepter? D'abord, on ne le généralise pas pour tout le monde. Il ne s'agit pas de faire ça pour les métiers dans lesquels on a besoin de gens. Qui sont plutôt alors, c'est les métiers largement dotés en effectif. Et qui surtout, c'est parallèle à une réforme massive en faveur de la numérisation, la modernisation de l'État, de la numérisation. Parce que la numérisation permet de faire des économies très importantes en matière de personnel, et donc de recentrer le personnel de l'État, là on en a besoin sur le terrain. Donc vous pensez qu'on peut supprimer, en tout cas réduire de 250 000 personnes le nombre des Oui, parce fonctionnaires? que les gens ont envie de bouger aussi, et la Covid a un peu modifié les comportements et les perceptions. On va vite sur deux autres réformes qui touchent là à la vie démocratique. Droit de vote, vous l'abaissez à 17 ans, pas 16, 17. Pourquoi? Parce que c'est progressif et qu'il s'agit de donner un signal. C'est pas en soi une martingale, c'est l'idée de responsabiliser petit à petit les générations et donc de faire un signal vers les jeunes. Et puis autre proposition assez spectaculaire, un mandat présidentiel unique de 6 ans. Non, pas unique. Il peut être renouvelé. 6 ans avec des élections mid-term, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, le Parlement doit être renouvelé. Pourquoi? Pour redonner une vie démocratique à ce pays. Aujourd'hui, et c'est logique dans ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on ne fait pas au début, on ne le fait plus. Donc, l'idée, c'est de lancer dès le départ les grandes réformes,
Mais on voit bien qu'au bout de 2 ans, et puis au bout de 2 ans 2 et ans demi, terminé, on est en campagne électorale et on ne fait plus rien. Les gens sont. Au départ, il y a une espèce de logique de soutien à l'élection présidentielle. Puis après, les ennuis arrivent et les gens commencent à voir les choses d'une façon à contester. Alors, soit on ne fait plus rien, soit les gens vont dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'autre façon de s'exprimer. Donc l'idée, c'est de se dire, si au bout de 3 ans, il y a des élections législatives, d'abord, ça responsabilise les députés, ça redonne un rôle important aux parlementaires et à la représentation nationale. Ensuite, les gens qui ne sont pas contents, ils savent qu'ils ont l'occasion de s'exprimer démocratiquement dans des délais brefs, donc ça calme tout le monde. C'est pas une américanisation de la vie politique? Le midterm, on sait très bien qu'aux États-Unis, c'est tous les 2 ans. Mais ça tue un petit peu l'accent. Je ne sais pas si ça le tue. En tout cas, ça permet de rétablir un lien entre le pays réel et ses dirigeants. Et on ajoute à cette réforme aussi un rééquilibrage des pouvoirs entre le Sénat et l'Assemblée, puisqu'on permet au Sénat d'avoir le dernier mot en matière de tout ce qui concerne les textes sur les territoires. Et donc, et ça, c'est aussi un équilibre avec aussi des réformes en matière de cumul des mandats. Tout ça est très réfléchi et très riche. Vous dites Macron doit se réinventer, il en est capable? Eh bien, tout le monde doit se réinventer. Mais il l'a dit lui-même le premier. Il a dit qu'il devait le faire. Est-ce qu'il en est capable? Je pense que oui. Vous lui avez porté le livre, il l'a lu, à votre avis? Ah bah ça, je ne sais pas s'il a eu le temps de le lire, en tout cas il l'a. Vous espérez? Oui, bien sûr. Merci Bernard Spitz. Merci Nicolas Détoux.